Mesdames, Messieurs, bonjour. Jury du dimanche, e-radio, la première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne préférée, et imedia.sn, votre site de référence. Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma. Il est le président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba, député élu sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, membre de l'APR. Pour le présenter davantage, il est ministre conseiller spécial auprès du président de la République depuis juillet 2019 et deuxième adjoint au maire de Touba, en charge de la commission environnement, cadre de vie, développement participatif et planification. Serigne Cheikh Abdou Gaïndé Fatma, vous avez été formé au Centre d'études diplomatiques et stratégiques, CEDS, études de 3e cycle, octobre 2000, juillet 2001, et à l'École des hautes études commerciales de Montréal au Canada, HEC, août 1992, mai 1995, diplôme obtenu, baccalauréat ou bachelor en administration des affaires, option gestion des PME et gestion des organisations et de la production. Au plan professionnel, vous êtes un grand agriculteur. Fondation du village de Darou Khoudoss Saloum, commune de Ribo, département de Koungheul. Culture d'arachide, de mil, de maïs, de sésame, de sorgho. Élevage également depuis 2011. Installation dans le village de Yamal, département de Diourbel en 1998. Culture de l'arachide et du mil. Bonjour donc, Cheikh Abdou Gaïndé Fatma, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mamadou. C'est un plaisir de venir aujourd'hui donc partager ce plateau avec vous. Et permettez-moi tout d'abord d'apprécier le travail que vous êtes en train de faire pour la presse, pour le Sénégal, mais surtout également apprécier le travail que vous faites à Touba durant le Magal de Touba. Parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis le président de la commission culture et communication. Et vraiment, on a une excellente collaboration. Et je me souviens, en 2010, je ne sais pas si vous avez oublié, vous êtes l'une des premières personnes que j'ai appelées pour vous demander de m'accompagner dans la gestion de la commission. À l'époque, j'étais à la Mecque. Et vraiment, depuis lors, vous êtes à mes côtés. Et vraiment, on a d'excellentes relations professionnelles. Et vraiment, je vous en remercie énormément. Merci à vous et je m'en souviens parfaitement aussi. Tout à fait. Alors, vous êtes le président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba. Vous sortez justement d'un CRD avec le ministre de l'Intérieur. C'était ce samedi et qui s'est terminé très tard. Quelles sont les assurances que vous avez reçues des autorités étatiques? Vous savez, le Magal requiert énormément de dispositions à prendre pour l'organisation. Et aujourd'hui, c'est devenu un événement planétaire qui regroupe pas moins de 5 millions de personnes. Lors des dernières études qu'on a commanditées, c'était en 2016, puisqu'après donc, il y a eu le coronavirus, on avait reçu plus de 3 700 000 pèlerins. En plus, maintenant, de ceux qui habitent à Touba. Et aujourd'hui, le Magal également, il faut le dire, on le célèbre dans un contexte particulier, avec l'hivernage et son lot d'inondations et de désagréments que nous connaissons tous. Et depuis maintenant 4 mois, il y a des réunions donc, qui se tiennent, d'abord à Touba, avec le sous-préfet, puis avec le préfet, ensuite à Diourbel avec le gouverneur, et avant-hier, on est donc à Dakar, avec le ministre de l'Intérieur, maintenant pour voir un peu toutes les mesures en tout cas à prendre pour la bonne organisation du Magal. Et ce qui ressort donc de ce CRD, sur 137 mesures, il y a 29 qui ont déjà été exécutées. Et il y a 48 qui sont en cours d'exécution. Donc là, il reste une soixantaine de mesures. Et parmi ces 60, il y a 30 qui concernent les forces de l'ordre. Donc ça aussi, on peut considérer que ça va être fait. Et souvent, c'est des mesures qui sont confidentielles. Et donc, au vu de tout cela, on a conclu qu'on est à 80% de satisfaction. Okay. Donc, il reste à peu près donc, une trentaine de mesures maintenant à exécuter d'ici donc le Magal. Et on a prévu une réunion de suivi et d'évaluation
qui se tiendra à une semaine donc, du Magal à Touba. Maintenant, pour un peu faire le point et donner donc, les derniers coups d'accélérateur. Et la date définitivement retenue pour ce Magal, c'est le 15 septembre? C'est le 15 ou le 16. Le 15 ou le 16. Le 15 ou le 16. Oui. Pourquoi on n'a pas encore... Parce que ça dépend de l'apparition du croissant lunaire. D'accord. Donc si le croissant lunaire apparaît donc ce dimanche soir, ça sera le 15. Maintenant, si ça apparaît le lundi soir, ça sera le 16. Très bien. On est donc à l'écoute de la commission. Mais parlons quand même du contexte. On a vu avec les pluies qu'il y a quand même plusieurs endroits de Touba qui sont inondés, parfois des routes qui sont envahies par les eaux. Est-ce que vous avez reçu des garanties qu'avant la date, tout cela sera derrière nous? Bon, le plan Orsec... Tout en sachant qu'il va continuer à pleuvoir. Absolument. Oui. Le plan Orsec a été mis donc en branle. Et aujourd'hui, donc, il y a beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises pour un peu soulager les populations, même si c'est quand même un peu difficile, puisqu'il a énormément plu donc, à Touba ces derniers temps. Et il y a le gouvernement a dégagé donc 23 milliards dans le BCI pour continuer donc les travaux pour les inondations, puisqu'il y a un plan directeur d'assainissement, un PDA, qui nécessite 172 milliards. Et sur ce plan-là, si on met donc les 23 milliards, on est aujourd'hui à un niveau d'exécution d'à peu près 49 milliards. Donc, en ajoutant ce qui a été fait pour les eaux usées. Ça veut dire qu'il reste encore du travail. Oui. Mais le gouvernement est donc en train, en tout cas, de faire des efforts pour soulager donc les populations qui sont dans les eaux. Et ce n'est pas seulement le gouvernement également qui intervient à Touba. Il y a aussi la communauté mouride qui intervient à travers des daïras comme Touba Tchakanam, qui est aussi en train donc de faire du très bon travail. Il y a aussi beaucoup d'autres fidèles qui font dans le bénévolat, donc aussi qui essaient donc d'aider les populations. La mairie également n'est pas en reste, ce qui fait quand même qu'il y a en tout cas beaucoup d'acteurs qui interviennent, mais c'est quand même toujours difficile et ça il faut le reconnaître. Donc c'est pour ça aussi que le porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Bass, dans sa déclaration de la semaine dernière, tout en remerciant donc les autorités, la mairie et les daïras, il a exhorté donc tout le monde en tout cas à faire plus, puisque c'est difficile, et en sachant que pendant encore 5 ans, le Magal va se dérouler en période d'hivernage. Oui. Donc ça demande de l'anticipation. Beaucoup d'anticipation. Oui. Beaucoup d'anticipation. Et nous, on a alerté depuis 5 ans. Mais bon, malheureusement également, ça nécessite énormément de ressources. 172 milliards, c'est pas une petite affaire. Donc il y a des efforts qui sont faits, mais les populations quand même continuent de souffrir. Mais en tout cas, chaque année, et ça aussi quand même, c'est ce qui est rassurant. Donc chaque année, en tout cas, on essaie donc de les sortir un peu plus de l'eau, et on sait qu'au bout d'un moment, Inch'Allah, les inondations ne devraient être qu'un vieux souvenir à Touba. À l'endroit des fidèles, vous dites quoi par rapport à ces zones qui sont occupées par les eaux? En tout cas, c'est une situation qui est très compliquée pour nous d'abord en tant qu'organisateurs, puisque le Magal, c'est un jour, je dirais, festif, comme l'a voulu Cheikh Ahmadou Bamba. Donc on aurait aimé en tout cas que tout le monde le passe dans d'excellentes conditions. Et en tant qu'organisateur, voir certains fidèles se trouver dans les eaux, c'est un peu difficile. À la limite, on est même un peu gêné. Mais bon, de toute façon, les inondations également, c'est un problème, je dirais, mondial aujourd'hui. Et le Sénégal n'est pas en reste, et Touba aussi. Et malheureusement, on a commencé tardivement, en tout cas, à investir massivement dans le secteur pour régler ces problèmes-là. Mais je pense qu'avec les investissements maintenant qui sont en train d'être réalisés dans le secteur de l'assainissement, je pense que tout ce qu'on peut leur dire, c'est de rester patient et également prendre des mesures pour les soulager, les accompagner, être à leur côté. Et sur ce chapitre également, il faut noter l'intervention du Khalif général des Mourides, en tout cas qui chaque année donc, intervient de manière massive
avec beaucoup d'aide qu'ils leur apportent. Et ça aussi également, quand même, ça contribue donc à soulager donc ces populations-là. Alors, il y a l'eau qui est un problème également qui est très préoccupant à Touba. On sait qu'il y a un projet qui existe à tirer l'eau à partir du lac de Guiers. Quand on parle de l'eau potable, mais aussi les eaux usées, d'où le problème d'assainissement dont on parlait tout à l'heure. Mais s'agissant de l'adduction d'eau, est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce projet, qui est un immense projet aussi? C'est un immense projet, mais qui n'est pas encore, disons, même au stade d'étude. Donc on en parle, mais je pense que quand même il y a aucune mesure, donc, en tout cas, qui a été prise, à ma connaissance, pour aller donc vers la réalisation de ce projet-là. Par contre, ce qui est un peu donc dans les cordes, c'est de faire venir l'eau du côté de Taïf et de Touba Boko, où il y a une nappe quand même abondante, et je pense que quand même ce projet est à un stade assez avancé. Mais pour ce qui est de l'eau à Touba, aujourd'hui Touba compte près de 34 forages. 34 forages, mais malgré cela, la population a encore soif. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de fuites. De fuites au niveau des tuyaux. Des tuyaux, oui. Le réseau. Qui sont assez vieux, non? Et vétustes. Oui. Il y a un réseau qui date de, je pense, 1948, en tout cas du temps de Serigne Fallilou, c'est vous dire. Et même ces fuites-là ont contribué à amener donc un problème au niveau de la nappe phréatique, avec la remontée de la nappe, qui a même menacé en tout cas des quartiers, surtout les alentours de la Grande Mosquée, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, les spécialistes disent que 40% de la production est perdue. Et ça, c'est un problème. Si ajoute maintenant le fait que durant peut-être 2-3 jours, il y a 100 millions d'habitants qui sont au même endroit, au même moment. Ouais. Et le réseau n'a pas été fait, en tout cas dimensionné, pour prendre en compte ce nombre de pèlerins qui arrivent de manière massive à Touba. Et ça, quand même, c'est un problème, disons, structurel et qui sera très difficile quand même à régler. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est augmenter le nombre de forages. Cette année, il y a 4 nouveaux forages qui sont en train donc d'être réalisés. 4 nouveaux forages. Je pense que les 3, c'est pratiquement terminé. Ouais. Et il y en a un autre également qui va l'être d'ici une semaine. Et donc, tout ça donc, va être mis dans le réseau. Dans le réseau pour les besoins du Magal déjà, de cette année. Exactement. Donc, ça sera fonctionnel. Okay. Et donc là, quand même, ça permettra en tout cas d'augmenter la production. Puisque l'année dernière, le directeur de l'OFOR a dit on était, avant le Magal, à 110 000 mètres cubes. Durant la période du Magal, ils sont passés à près de 120 000, je pense, mètres cubes durant le Magal. Et cette année, ils ont un objectif de 12 000 mètres cubes à ajouter encore. D'accord. Donc avec ces 4 nouveaux forages. Donc on sera à 130 mètres cubes. D'accord. Maintenant, plus donc les réserves qui sont disponibles avec les châteaux d'eau, avec donc les bâches à eau, et également les camions aussi, donc qui viennent donc renforcer donc tout cela. Il y a également un volet important du Magal, c'est la dimension communication et médiatisation. Il y a eu les années du Covid qui ont fait que vous avez été obligé de réduire le nombre de journalistes à couvrir cet événement. Cette année, on va reprendre les choses à la normale et vous vous attendez à combien de journalistes cette année, on a prévu de recevoir 500 journalistes. Donc, durant les 2 années de la Covid, on en a reçu 300. Mais avant cela, on était à 1000. Mais donc, compte tenu donc de la maladie, on ne pouvait pas continuer donc à recevoir 1000 journalistes. C'était même pour leur propre sécurité qu'on avait diminué donc à 300. Cette année, on a décidé d'augmenter
200 journalistes, et c'est comme ça donc qu'on nous fera donc progressivement jusqu'à un retour, disons, à la normale. Quand on m'a confié la commission, j'ai fait appel à des spécialistes. Donc je me souviens, il y a Alioune Fall qui était venu et qui a fait le plan de com, qui avait aussi amené votre ami Mamadou Ndiaye aussi. Il y a aussi l'autre ami, Racine Talla. Oui, absolument. Et puis il y a aussi, je me souviens, Ibrahim Ndoye qui était là, que Feu Cheikh Mbacké Sakho, paix à son âme. Donc, donc Cheikh Mbacké Sakho donc avait amené, et donc il y avait beaucoup de spécialistes qui étaient venus et qui ont fait vraiment un excellent travail, et donc qui nous a permis d'aboutir aujourd'hui donc à ce résultat que nous connaissons. Très bien. Alors j'ai omis tout à l'heure une question essentielle par rapport à l'eau. Je reviens sur ce sujet. Quand est-ce que l'eau va être payable à Touba? Parce que jusqu'ici, c'est le khalife qui supporte toutes les factures. C'est le khalife qui supporte toutes les factures. Il y a aussi l'État qui met, disons, la main à la poche. Parce que hier, le ministre de l'Intérieur a fait une annonce en disant que c'est plus de 13 milliards que l'État paye. Ça, il a dit donc au cours de la réunion. Maintenant, la fin de la gratuité de l'eau à Touba, vous savez, depuis le temps de Cheikh Mohamed Moustapha, de Serigne Fallou et de tous les khalifes qui sont venus, quand même, l'eau a toujours été gratuite à Touba. Et chaque khalife qui est venu, dans sa mission, figure, en tout cas, l'accompagnement des populations de Touba qui ont quitté leur village, qui ont quitté la terre de leurs ancêtres pour venir s'installer à Touba pour bénéficier de la baraka de Cheikh Ahmadou Bamba. Dans ces conditions, moi je comprends parfaitement qu'il soit extrêmement, en tout cas, difficile de faire payer l'eau à ces populations qui, quand même, il faut le dire, sont souvent démunies. Ce qui fait que la confrérie développe des mécanismes qui permettent un peu de pallier à tout cela. C'est à Touba que vous venez, vous voyez des fidèles qui érigent des forages en guise de hadiya. Vous voyez également des organisations qui font la même chose. Vous voyez aussi donc le khalife qui participe beaucoup. Et donc c'est comme si tout ce monde-là, par cette chaîne de solidarité, se substituait, en tout cas, au paiement des factures par des populations qui n'en ont pas forcément les moyens. Mais, en conclusion, je vous dirais, ça c'est une question qui est, en tout cas, du ressort exclusif donc, du khalife, et toute décision, en tout cas, qu'il prendra, nous nous y soumettrons, Inch'Allah. Et pour le moment, la fin de la gratuité n'est pas à l'ordre du jour. Je crois. On va parler des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, parce que c'est lui qui est célébré à l'occasion du Grand Magal de Touba, l'anniversaire de son départ en exil. Mais les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba et la société sénégalaise d'aujourd'hui, vous en direz quoi? Et avant de répondre à votre question, il faudrait peut-être un peu revenir sur la jeunesse du Magal. Aussi, c'est extrêmement important. Et ça célèbre le départ et non le retour du Cheikh, ce qui est quand même fondamental. Parce que ça montre qu'en partant, il savait déjà qu'il allait gagner. Ça, c'est une discipline. En tout cas, c'est important pour nous. Donc ça célèbre son départ à l'exil. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit lui-même, je suis parti pour deux choses. D'abord, pour avoir le grade des compagnons, des sahaba, ceux qui accompagnaient donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était pour avoir donc leur grade. Mais chose aussi importante, il a dit, je suis parti pour être l'intercesseur des miens. Donc il était aussi parti pour nous. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu m'a gratifié de tant de bienfaits lors donc de cet exil, que, en tout cas, ma seule reconnaissance ne suffit pas. C'est pour ça que je demande, et c'est lui qui parle, à tous ceux qui se réjouiraient
en tout cas de mon bonheur, de venir célébrer, de venir en tout cas faire cette reconnaissance avec moi, donc à l'endroit du Seigneur. C'est ça un peu le point de départ du Magal. Il a commencé donc à le faire en 1921 et c'est lui-même qui a dit, j'ai dit tout à l'heure que c'est un jour quand même festif. Parce que c'est lui-même qui a dit du coq au chameau, immolé selon vos possibilités. Et c'est cette recommandation-là que nous suivons aujourd'hui et qui fait que maintenant on est à près de 250 milliards pour le Magal et on est à plus de 5 millions. Ce qui veut dire que vraiment la bénédiction divine n'a pas d'égal. Maintenant, pour revenir à ces enseignements par rapport... Surtout par rapport à la société sénégalaise d'aujourd'hui. Et je pense qu'on a besoin, plus que jamais, en tout cas de suivre ces recommandations. Parce qu'aujourd'hui, quand même, tous les observateurs s'accordent à dire que nous vivons des périodes difficiles sur plusieurs plans. C'est comme si on n'avait plus de référence au Sénégal. Il y a beaucoup de valeurs qui sont perdues. Il y a cette jeunesse qui est déboussolée et en tout cas encline même, disons, à la manipulation. Et je pense qu'il faut quand même un retour aux sources, un retour à ces enseignements pour décortiquer les vertus de Cheikh Ahmadou Bamba, appliquer tant que nous le pouvons ces recommandations, et ces recommandations ne sortent pas, disons, du champ de l'islam. Et c'est pour ça aussi que nous mettons l'accent durant donc la période du Magal avec la sous-commission culture dirigée par Raoud Rayahine, que vous connaissez bien, oui, et qui fait un excellent travail. Donc nous mettons l'accent sur la vulgarisation de ces enseignements-là, pour qu'au moins chaque fidèle, chaque musulman, chaque Sénégalais, puisque l'étude qu'on a faite a montré que même il y a des non-musulmans qui viennent assister au Magal, en tout cas pour que tout ce monde-là puisse s'imprégner des enseignements donc de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que si nous les suivons, c'est une voie de sortie, en tout cas royale pour le Sénégal, donc royale pour les Sénégalais. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a plus de repères, on a l'impression que la société, disons, est déboussolée. Il y a plusieurs, en tout cas, je ne parle pas de mots qui gangrènent la société, pour ne pas être quand même dur, mais en tout cas, on a besoin d'un retour donc aux sources pour qu'il y ait plus de piété, pour qu'il y ait plus de solidarité, qu'il y ait plus de générosité, moins de méchanceté, pour que nous puissions se vivre ensemble, Sénégalais-là, que nous connaissons donc, et que nous avons donc vécu depuis toujours, pour qu'en tout cas nous puissions donc le préserver. Et ça aussi c'est important, c'est un aspect qui est extrêmement important durant le Magal de Touba. C'est l'aspect, disons, un peu socio-culturel, avec donc le brassage de tout ce monde qui vient à Touba et qui fait qu'également Touba montre en tout cas un très bel exemple, en tout cas donne une très belle leçon au monde entier en termes de vivre ensemble, en termes de solidarité. Il y a un débat qui fait rage à travers le monde et depuis quand même quelques années au Sénégal, c'est le débat autour de la criminalisation de l'homosexualité. Quelle est la réponse de Touba? Je ne suis pas habilité à parler. Je ne suis pas habilité à parler au nom de Touba. Oui. Mais la position de Touba ne peut être que celle de l'islam. Il faudrait d'abord revenir sur en tout cas le contenu de cette loi-là. Est-ce qu'il réclame qu'on tue ce qui s'adonne à cette pratique? On y est condamné par l'islam, ou bien est-ce qu'il réclame, disons, qu'on corse les condamnations? Ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, les sanctions. L'islam est très clair. Pour tout ce qui touche donc à ce
à ces fléaux-là, quand même, pour l'islam, c'est la sanction suprême. Et ça, tous les spécialistes en droit islamique vous le diront. Et la position de l'Outouma maintenant ne peut être que celle de l'islam. Maintenant, vivant dans un pays laïque, avec des lois laïques, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça, c'est pas au moment de prendre la décision. Mais la position de l'Outouma ne peut être que celle de l'islam. Et ça aussi sur tous les autres points. Au moment où vous vous apprêtez à siéger à l'Assemblée nationale, c'est une question qui va vous interpeller? Absolument. Vous en êtes conscient? Mais bien sûr, bien sûr. Et comme d'habitude, je ne fuirai pas mes responsabilités. Et le moment venu, je donnerai ma position. Porteur d'une proposition de loi déjà, dans ce sens? En tout cas, je ne fuirai pas mes responsabilités. Par rapport à toutes les questions de société qui interpellent l'islam, puisque quand même, ma religion, ma foi est au-dessus de tout. Ça, c'est ma position personnelle et je l'assume. Alors, l'islam soufi tel qu'il est pratiqué au Sénégal, maintenant, face au djihadisme et même au terrorisme, est-ce que cet islam-là que nous pratiquons peut être considéré comme un rempart ou peut-être considéré qu'il est lui-même menacé? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il est menacé ou il est le rempart? Les deux à la fois. Oui. Les deux à la fois. C'est un rempart parce que ça nous a permis, et ça faut le dire quand même, depuis toujours, en tout cas, d'éviter au Sénégal quand même le chaos connu par d'autres pays, qui sont nos voisins. Ouais. Parce que c'est un islam qui prône la tolérance. C'est un islam qui met beaucoup plus l'accent sur l'instruction, sur l'éducation, et également nous avons eu la chance, et ça aussi faut le souligner, d'avoir des leaders charismatiques imbus de ces valeurs-là et qui sont toujours présents au sein et dans la société pour intervenir à chaque fois qu'on est au bord du précipice. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, cet islam pourrait être menacé parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de soubresauts. Et le terrorisme est à nos portes. Ils ont un certain pouvoir financier. Et d'aucuns disent, je ne suis pas sûr, d'aucuns disent qu'ils ont en tout cas des bras armés ici au Sénégal même. Donc en tout cas des gens qui les représenteraient. Je ne suis pas sûr. Donc ça veut dire qu'il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant et renforcer nos confréries. C'est extrêmement important. Il faut rester vigilant, renforcer nos confréries. Et c'est là aussi que c'est important de faire le retour aux sources dont je vous parlais tout à l'heure. Pour ne prendre que l'exemple de la communauté mouride. Vous savez, la force des mourides, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Tout enseignement, d'où qu'il puisse venir, n'intéresse pas le mouride s'il n'est pas validé, je dirais, par Serigne Touba ou par son khalife. Et Serigne Touba, avant de partir, qu'est-ce qu'il nous a dit? Je vous laisse mes écrits. Vous avez également eu la possibilité de me voir agir. Ça veut dire que nous, on a en tout cas une référence donc, qui est là et que nous connaissons très bien, ce qui fait que, quels que soient en tout cas les soubresauts, quels que soient les enseignements venus d'ailleurs, quels que soient, je dirais, les pétrodollars qu'on pourrait nous faire miroiter, ça ne nous intéresse pas. Et c'est en cela également que je dis, à l'instar de la communauté mouride, vous allez à Tivaouane, c'est la même chose. Vous allez à Kaolack, c'est la même chose. À Thiénaba, c'est la même chose. Et dans toutes les familles religieuses. Donc on a intérêt, en tout cas, à renforcer, à ne pas déstabiliser ces confrères-là que j'appelle les soupapes de sécurité de la société sénégalaise. Oui, des confréries qui
qui essuie des critiques aussi. On sait le phénomène des réseaux sociaux aujourd'hui. Et quelle est la réponse, mais véritablement? Il y a toujours eu des critiques. Oui. Il y a toujours eu des critiques, mais l'ampleur aujourd'hui donc, de ces critiques-là, disons, c'est à cause donc, des réseaux sociaux. Parce que chacun de nous a sa petite, et disons, producteur quelque part donc, chez lui dans sa chambre. Mais je pense que la réponse que nous devons apporter donc, face à cela, c'est l'instruction, c'est important, c'est l'éducation, mais c'est aussi donc envahir ces réseaux sociaux-là. Parce que c'est un couteau à double tranchant. Si vous ne faites rien, vous vous laissez donc submerger, attaquer, déstabiliser. Mais vous avez le pouvoir, chacun d'entre nous, et la possibilité d'être présent dans ces réseaux sociaux-là et de faire, je dirais donc, le contraire de ce que font les autres. Donc c'est pour ça aussi qu'au niveau de Touba, on est extrêmement présent dans les réseaux sociaux. Et même au niveau du comité d'organisation, moi quand je suis venu, on a mis en place une sous-commission éthique qui fait un excellent travail. Une grande présence dans les réseaux sociaux, renforcer l'éducation, renforcer l'instruction, mais surtout faire face et ne pas fuir ses responsabilités. Parce que c'est des gens aujourd'hui qui exercent un terrorisme intellectuel, surtout, qui font un travail de sape pour déstabiliser donc ces confrères-là, puisqu'ils savent que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le soupapes de sécurité, c'est le socle de la société. Une fois que ces confrères sont déstabilisés, ils pourraient arriver à leur fin. Donc, c'est ce qu'ils font, ils le font à dessein, ils le savent, ce qu'ils font. Là, c'est à nous de faire face, de nous organiser, donc de développer donc des stratégies, de rester solidaires, de ne pas aussi travailler en vase clos, et puis et de faire face à ces gens-là. Les réseaux sociaux qui utilisent aussi des talibés pour lancer des messages, pour interpeller. On a lu cette semaine les critiques à votre encontre par rapport à l'organisation du Magal, dont vous êtes donc le président de la commission culture et communication. Certains vous reprochent votre engagement politique, qui pourrait peut-être amener à un manque un défaut de neutralité vis-à-vis de tout le monde. Bon, je dirais d'abord que je prends ces critiques avec beaucoup de philosophie. Puisque quand même, quand on gère, je dirais, un bien public, c'est tout à fait normal que les gens donc, vous interpellent par rapport à la manière dont vous gérez, en tout cas, ce que vous avez en commun. Et le mouridisme et le Magal, c'est notre bien à nous tous. Pas seulement les mourides, ça appartient à tous les Sénégalais, ça appartient à toute la Oumma islamique. Donc c'est normal que mes moyennes actions, que mes moyennes faits et gestes, donc, en tout cas, soient épillés. Donc ça, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Bon, je constate simplement que la plupart de ceux qui m'attaquent sont des politiques. Donc c'est eux qui agitent souvent le débat. Mais bon, c'est de bonne guerre. Oui, et ils disent qu'il y a une incompatibilité entre cette présidence du comité commission culture et communication et votre engagement politique. Comme pour dire, il faut qu'il se décharge de cette fonction. Je ne le ferai pas. Je ne m'en déchargerai pas. Le président de la République m'a appelé en 2007. C'était un certain soir du mois de février 2017. Je revenais d'un voyage de la BEC au nom du Khalif Général des Mourides avec Selim Bass et d'autres membres de la communauté. Et 4 jours après, il m'appelle. Il me dit, Selim Abdou, je voudrais, j'ai beaucoup d'envie, d'intention, en tout cas, d'aider le Khalif Général des Mourides dans la gestion de Touba. Et je voudrais que vous veniez m'accompagner dans cette mission. C'est exactement le terme qu'il a utilisé. Et je lui ai dit, je suis honoré par votre appel. Mais j'appartiens à une communauté. Et comme on dit chez nous,
En tout cas, j'ai un kilifa. Donc, si le Khalif me donne l'autorisation de venir, il n'y a aucun souci, je viendrai vous accompagner. Ça veut dire que je l'ai renvoyé vers le Khalif. Beaucoup ne le feraient pas. On est resté jusqu'au mois d'avril, dans une audience. J'étais avec ma propre famille. À l'époque, Seydi Abdou Fatah était encore sur terre, que Dieu ait pitié de son âme. Amen. Et c'est Seydi Abdourahmane qui conduisait la délégation. Il y avait peut-être 5 ou 6 de mes frères qui étaient là, des fils de Serigne Mbacké Sokhna Lo, la fille de Seydi Abdou Fatah, d'autres membres donc du Daïra, dont Dr Khadim Silla. Donc ça, je vous donne des noms. On a discuté. On était à la veille d'une journée culturelle dédiée à Gaïndé Fatma. On a discuté de la journée culturelle. Il a appuyé l'organisation de la journée parce que c'est un ami de la famille. Il est entré dans le mouridisme par les pieds de Serigne Mbacké Sokhna Lo. Je parle du président Macky Sall. Et ça, quand même, il ne l'a pas oublié. À la fin de la discussion concernant la journée, il m'a interpellé devant tout le monde en me disant, je vous prie, c'est le terme qu'il a utilisé, de bien vouloir accepter de diriger ma liste. Ça m'a beaucoup surpris. Ça m'a beaucoup surpris et j'étais quand même très touché. Je ne m'attendais pas à cette interpellation publique. Mais je suis conscient. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je suis honoré et touché. Mais comme je vous l'avais dit, si le Khalife général des Mourides me donne l'autorisation, Inch'Allah, il n'y a aucun souci. C'est ça que j'avais dit. Ce qui veut dire que je l'ai accepté parce que j'ai eu l'autorisation de mes supérieurs hiérarchiques dans la communauté. Je n'en dirai pas plus sur ce point, mais absolument. Donc j'ai eu l'autorisation de le faire. Et je pense que s'il y avait incompatibilité, on ne m'aurait pas permis de le faire. S'il y avait incompatibilité, on m'aurait demandé de me dessaisir de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba. Ce qui n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Donc vous allez continuer aussi bien au niveau de l'organisation du Magal qu'au niveau de votre engagement politique. Parce que je sais faire la part des choses. Vous avez fait une bonne annonce. Il y avait beaucoup de sujets politiques dans la bonne annonce. Mais quand je suis venu, je vous ai dit, je ne voudrais pas aborder ces sujets politiques-là en cette période de veille de Magal. Je préfère qu'on attende la fin du Magal pour aborder ces sujets-là. Et ça a toujours été également mon attitude. À chaque veille de Magal, quand à 1 mois, à 2 mois du Magal, j'arrête toute activité politique pour me consacrer uniquement au Magal. Maintenant, après le Magal, il me reste 11 mois dans l'année. Je suis un citoyen sénégalais, jouissant de ses droits et libertés, ayant, j'estime, les capacités de participer à la gestion du pays, je ne m'en priverai pas. D'autant plus que là où je suis, je ne fais que de bonnes choses pour les mourides, pour les musulmans, pour Touba. Et tant que, je vous dis, tant que Monsieur le Président de la République sera dans les dispositions d'accompagner la religion des mourides, comme il me l'avait dit, je continuerai à l'accompagner, quelles que soient les pressions, quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte. Et vous dites... et également, et peut-être je pourrais terminer par là, son niveau d'intervention à Touba. Aucun autre président de la République, et je dis bien aucun autre président de la République, ne l'a jamais réalisé dans la ville sainte. Rien que pour l'assainissement. Et hier, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé. Il est à 49 milliards d'investissements. Vous avez vu l'hôpital, 36 milliards. Vous avez l'autoroute, il a Touba. Vous avez vu aujourd'hui les routes qu'il est en train de réaliser pour aller à Darou Marnane, pour aller à Darou Karim, pour aller à Tinodi, pour aller chez les Baïfal. Toutes ces grandes, pour aller aussi chez Mamour Diara, toutes ces grandes familles, tous ces grands chefs qui étaient avec Cheikh Ahmed Bamba. Vous avez vu les 4 forages qu'il est en train de réaliser. Et là, je ne parle que ce qui est en cours.
Et donc, je vous dis que c'est pour ces raisons-là que je suis à ses côtés et que je l'accompagne et je continue à le faire. Et je termine. Oui. Je suis certain que si j'étais dans l'opposition, ce débat-là ne serait jamais agité. Alors, justement, vous disiez tout à l'heure, parmi ceux qui critiquent, il y en a qui sont engagés également politiquement. Absolument. On a particulièrement lu cette tribune de Mme Sokhna May Boundao. Vous pensez à qui exactement quand vous dites que c'est des critiques qui viennent des gens qui sont engagés en politique? Ils se reconnaissent. Oui. Ils se reconnaissent. Je ne personnalise jamais le débat. Oui. Parce que surtout, je ne réponds jamais aux critiques. Et quand ça vient d'un parent, c'est encore plus valable pour moi. Parce que je ne dirai jamais du mal de mes parents. Cette vie que nous menons là, le temps que nous passons sur terre est éphémère. Et le temps que nous passons à faire de la politique, à participer au développement de notre pays, est encore beaucoup plus éphémère. Donc moi je me dis, je ne me donnerai pas en tout cas le temps de répondre personnellement à certaines critiques. D'autant plus que celle que vous avez citée. C'est ma cousine, c'est ma nièce. Donc je la comprends comme je comprends tous les autres qui ont émis ces idées-là. Elle n'est pas engagée politiquement? Posez-lui la question. Si la liste de Serigne Mboup était passée, on aurait pu voir qui était dans la liste. Non, il ne faut pas personnaliser Elle était dans la liste de Serigne Mboup. Je ne veux pas personnaliser le débat. Depuis que cet article-là est sorti, je ne me suis pas prononcé dessus et je ne vais pas donc me prononcer. Là, je suis occupé à travailler pour Serigne Touba et je vais continuer à le faire. Alors, qu'est-ce qui explique, tout à l'heure, vous parliez des réalisations du président de la République, le président Macky Sall à Touba. Qu'est-ce qui explique alors le décalage entre ces réalisations que vous appréciez positivement et le choix des électeurs à Touba, ces défaites répétées du président et de son camp politique à Touba? Vous savez, les électeurs sont libres d'apprécier ce qui se fait. Peut-être qu'on n'a pas, en tout cas, on n'a pas su les mobiliser. Peut-être également qu'on n'a pas su trouver en tout cas les bons filons pour faire voir toutes ces réalisations donc, du président, même si des voix beaucoup plus autorisées que la mienne en ont parlé et répété donc, à plusieurs reprises. Maintenant, ce qu'il faut aussi admettre, c'est que ce sont des électeurs, ce sont donc des citoyens sénégalais qui ont la liberté de voter où ils veulent. Et moi, donc, personnellement, je respecte donc, leur choix. Et en tout cas, on va continuer donc, à travailler, à voir en tout cas là où le bas blesse pour un peu essayer de rectifier le tir. Mais ce qui reste constant, c'est que le président a un niveau en tout cas d'engagement pour la ville, un niveau de réalisation jamais atteint. Et ça, quand même, personne ne pourra le lui enlever. Et maintenant, pour ces élections passées, tous les responsables donc, se sont bien battus. Beaucoup également de responsables, même au niveau national, sont venus donc nous soutenir. Ça, c'est pas très bien passé comme on aurait souhaité. Est-ce que tout le monde a mouillé le maillot? Si, je crois. Il n'y a pas eu de vote sanction? Bon, vous savez, le vote à l'intérieur de Lyon, c'est difficile de dire que tel a voté ou tel n'a pas voté. C'est difficile. Mais en tout cas, nous, ce qu'on peut juger, c'est ce qu'on voit en tout cas sur le terrain. C'est l'engagement donc des uns et des autres. Donc c'est sur ça que nous jugeons. Maintenant, le reste, c'est entre la personne et Dieu. Et ça, vraiment, c'est difficile quand même de faire des appréciations par rapport à cela. Alors, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, reçoit aussi des personnalités politiques. Tout récemment, Pape Diop de la liste Bokk Gis Gis qui a décidé de soutenir la coalition Benno Bokk Yakaar, en tout cas de s'allier avec la coalition Benno Bokk Yakaar, ce qui fait 82 députés de Benno plus 1, ça fait 83. Mais il y a également une délégation envoyée par Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République, et qui a conduit la liste Wallu à ces élections législatives. Et au cours de cette audience, la délégation envoyée par Maître Wade a parlé
de l'entente ou du protocole de Massalikul Jinan. On sait qu'il y a quelques années, le Khalif, lors de l'inauguration de cette mosquée ici à Dakar, a béni les retrouvailles entre le président Macky Sall et son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade. Quels sont les termes de ce protocole de Massalikul Jinan? Est-ce que je les connais? S'il y a protocole, bon, le Khalif quand même n'est pas être impliqué dans les protocoles. Il a fait ce jour de l'ouverture donc du Massalikul Jinan, en tout cas ce qu'il devait faire. Abdoulaye Wade est son frère, je dirais, parce que quand même il fait partie, comme nous le disons, des magou talibés aujourd'hui quand même, des notables mourides, qui a beaucoup fait aussi pour la communauté, qui a beaucoup fait pour Touba, qui était d'ailleurs très lié à Gaïndé Fatma. Donc c'est pour ça aussi que j'ai énormément en tout cas de respect, d'affection pour lui. Et le président Macky Sall aussi est son fils. Le président Macky Sall est son fils. Et donc lui, en tant que leur guide, mais simplement en tant que guide religieux, donc soucieux de la paix sociale, de la stabilité du pays, il a estimé, le Khalif, il était en tout cas de son devoir de les réunir en ce jour extrêmement symbolique pour des retrouvailles, pour une réconciliation. Maintenant, le reste, c'est à eux, disons, de parachever, en tout cas, le souhait et la volonté du Khalif général des Mourides. C'est-à-dire de se retrouver? En tout cas, c'est personnellement, et ça c'est mon avis personnel, c'est ce que je souhaite, parce que j'estime que c'est ce qui est mieux pour le Sénégal dans le contexte actuel. Des retrouvailles qui prendraient quelle forme, selon vous? Des retrouvailles qui ne se feraient pas sur le dos du peuple. C'est aussi extrêmement important. Donc c'est pour ça que je le précise. Mais en tout cas, compte tenu de toutes les menaces qui nous entourent venant de l'extérieur, vous avez écouté tout à l'heure le problème du terrorisme, le problème de l'instabilité de certains pays qui sont à côté, et également pour la paix sociale et les richesses découvertes au Sénégal que nous allons commencer à exploiter, en tout cas que nous avons même déjà commencé à exploiter, et pour la pérennisation de la démocratie, pour la paix, pour la stabilité, pour la cohésion sociale, pour le renforcement de ce bon vivre sénégalais. Moi, je pense que tous ces facteurs, en tout cas, devraient contribuer, en tout cas, à les inciter à se retrouver pour l'intérêt du Sénégal. Mais on sait aussi la condition qui est posée par Maître Abdoulaye Wade et son fils, c'est le rétablissement de Karim Wade dans ses droits, par une révision de procès, en tout cas, qu'il recouvre ses droits civiques et politiques. Vous savez, en politique, rien ne devrait être figé. Ce qui est important, c'est que le dialogue ne soit pas rompu, qu'il y ait des discussions, et le moment venu, ils verront peut-être ce qu'il y a lieu de faire pour qu'ils puissent en tout cas se retrouver pour l'intérêt du Sénégal, je le répète encore une fois. Vous allez faire votre entrée à l'Assemblée nationale. La date déjà du 12 septembre a été fixée pour l'installation de la 14e législature. Vous n'êtes pas le premier issu d'un foyer religieux comme Touba à être député, mais quelle est quand même la particularité qu'aura votre mandat durant les 5 prochaines années? Bon, faut pas aller trop vite en besogne. Bon, je serai présent le 12, Inch'Allah, pour l'ouverture. Mais il n'est pas dit forcément que je vais siéger à l'Assemblée nationale. Ah, oui, parce que vous êtes ministre conseiller. Déjà. Il y a un choix à faire. Absolument. Vous l'avez fait déjà? Le choix sera fait après le 12, Inch'Allah, de concert avec M. le Président de la République. Et on prendra donc en tout cas la décision qui soit mieux pour le Sénégal. Vous êtes tenté par quoi? L'Assemblée ou ministre conseiller? Vous savez, moi ce qui m'intéresse, c'est contribuer à la bonne marche du pays. Ce qui m'intéresse, c'est avoir la possibilité, en tout cas, de donner mes idées, si petites en tout cas soient-elles. Et ça, on peut le faire à l'Assemblée nationale, comme on peut le faire également, disons, là où
je me trouve. Oui. Donc je pense que c'est pas parce qu'on n'est pas à l'Assemblée nationale qu'on ne travaille pas pour le Sénégal. Oui. C'est pas parce qu'on n'est pas ministre de quelque part qu'on ne travaille pas pour le Sénégal. Oui. Hein, les chefs d'entreprise, vous contribuez énormément. Combien d'employés vous avez aujourd'hui? Et il n'y a que ça qui est disons, qui est important à mon avis. Hein. Donc, les stations que l'on occupe sont beaucoup moins importantes que cela. Oui, mais pour voter éventuellement une loi qui criminalise l'homosexualité, comme tout à l'heure vous disiez, vous prendrez vos responsabilités, il faudra siéger à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas tenté? Je prendrai la décision après. Et cette décision-là, je réserve la primeur au président de la République. C'est pour ça que je ne veux pas en parler publiquement. Alors, une majorité étriquée pour Benno, 83 sièges contre 80 intercoalitions Yewwi Wallu, les deux autres occupés par Thierno Alassane Sall et Pape Djibril Fall. Enjeu du partage des postes également, vice-président, questeur, secrétaire élu, président de commission. Vous serez presque à égalité parfaite avec Yewwi et Wallu. Comment pensez-vous pouvoir régler ce problème de majorité quand même très, très étriqué? Bon, pour les postes, c'est déjà réglé. Ouais. Donc ça va être ton droit. Voilà, ça va être 4-4, 3-3 et puis voilà 1-1. Donc ça c'est réglé. Maintenant, pour ce qui est peut-être du vote des lois, moi j'ai assisté à la réunion tenue au palais avec l'ensemble des députés et j'ai vu quand même des députés qui sont conscients des enjeux, des députés qui sont extrêmement engagés derrière le président de la République, et des députés solidaires. Et je suis certain, en tout cas, qu'avec cette cohésion, moi, que j'ai entrevue dans les discours, dans les discussions même lors des pauses, moi, j'ai aucun doute qu'ils vont bien remplir, en tout cas, leur rôle. Ce qui est important de noter, c'est la victoire du peuple sénégalais qui a montré quand même à la face du monde la maturité de sa démocratie. Puisque avant le scrutin, il y a eu beaucoup de soubresauts, beaucoup de bruit, et certains nous promettaient même l'enfer en disant que le pays sera brûlé. Mais on a pu voir que les gens ont voté tranquillement, faire le choix en toute liberté, en toute transparence. Ce choix-là a été respecté et le président de la République a eu la majorité. C'est ça qui est important. Cette majorité est étriquée, mais je vous rappelle, si en 2017, l'opposition avait eu la même stratégie, en tout cas d'intercoalition ou de liste unique au niveau des départements, on aurait abouti pratiquement au même résultat. Et ça, les gens ne le disent pas. L'opposition aurait gagné, par exemple, Dakar. Et l'opposition également aurait gagné beaucoup d'autres départements. Et dans les élections législatives, c'est les départements qui font un peu la différence avec le système du Raw-Gadou. Mais en termes de voix, en termes de pourcentage, la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas perdu grand-chose. Et ce qu'on ne note pas aussi, lors des locales, on était à 41%. Et là, on est à près de 47%. Mais ça, on ne note pas. Ce qui veut dire qu'en termes de voix, il n'y a pas eu de recul de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et, disons, traditionnellement, le parti au pouvoir avait toujours la majorité à l'Assemblée nationale pour les élections législatives, mais très rarement, en tout cas depuis ces dernières années, le parti au pouvoir arrivait à avoir plus de 50% des voix. C'est pour ça également qu'il ne faut pas faire de conclusion hâtive par rapport à ces élections-là. On a la majorité et on va gouverner confortablement. Et même si l'opposition avait eu la majorité à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas dans un système parlementaire, c'est un système présidentiel, où le président a la possibilité de nommer et de révoquer le Premier ministre, où le président définit la politique de la nation. Donc, beaucoup de gens parlent de cohabitation, même au niveau de la presse malheureusement. Mais écoutez, le président a l'ensemble des leviers pour gouverner tranquillement le pays.
Nomination prochaine justement du Premier ministre qui s'est fait désirer quand même depuis que le poste a été rétabli en décembre dernier. Formation attendue également d'un nouveau gouvernement. Les Sénégalais s'impatientent. Quel profil d'après vous pour ce Premier ministre? Je pense que ça doit être une personnalité, en tout cas compétente d'abord, ça c'est important, qui ait des habiletés politiques, parce que la configuration de l'Assemblée aussi nécessite beaucoup d'habiletés, en tout cas politiques, avec un gouvernement qui maîtrise bien ses dossiers. Ça aussi, c'est compte tenu de la configuration de l'Assemblée nationale, il faudra y aller bien outillé, bien préparé. Mais il ne faut pas que ça soit aussi quelqu'un qui ne soit pas en phase avec le président de la République, puisqu'on n'a pas besoin aussi de fissures dans la majorité. Donc il faut que ça soit quelqu'un qui ait la confiance du chef de l'État, quelqu'un qui va pas faire en tout cas des manœuvres, je dirais même, pour installer une dualité au sommet de l'État. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, on a besoin de solidarité, on a besoin d'être ensemble, que chacun reste à sa place, faisant très bien, en tout cas, le travail à lui confier par le chef de l'État. Dualité au sommet de l'État, vous faites allusion à qui? À personne. Il y a quelques rumeurs parlant d'Idrissa Seck comme probable Premier ministre. Vous savez, au Sénégal, il y a énormément de rumeurs chaque jour. Même on prête des intentions à des personnes qui ne se sont jamais prononcées par rapport à ça. Très bien. Et ça, c'est pas bien. En face, il y a l'enjeu de la présidence de l'Assemblée. Vous pensez à quelqu'un? Non, je pense à personne. Pas du tout. Et si je vous dis cap sur 2024, avec quel candidat pour Benno Bokk Yakaar? Moi, j'ai l'habitude de ne pas parler de 2024. Oui. Depuis que le président avait dit n'en parlez pas, moi je n'en parle pas. Maintenant, 2024, c'est très bientôt. Et peut-être quand il va se prononcer dessus, moi j'attends cela donc pour commencer à en parler. Mais le dernier mot, quels que soient les candidats, reviendra au Conseil constitutionnel. Très bien. Nous sommes dans un pays de droit. Mon avis, l'avis de quelqu'un d'autre ne compterait certainement pas. Vous n'avez pas de plafond de verre dans votre compagnonnage avec le président de la République? Je vous ai dit tout à l'heure, tant qu'il continue à accompagner le Khalife général des Mourides, comme il me l'avait dit, c'est pour ça que je suis avec lui, je serai avec lui. Même en 2024, éventuellement? Tant qu'il continue à accompagner le président de Khalife général des Mourides, je serai avec lui. Je suis assez clair. Merci. C'était le jury du dimanche avec Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma. Il est le président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba, député élu sur la liste de Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. Il fera son choix le 12 septembre entre siéger à l'Assemblée nationale et garder son poste de ministre conseiller éventuellement. Mamoudi Brakan à la présentation, à la technique Iba Marsène, Augustin Manda. Pour le compte d'Imedia.sn, au texte Cheikh Moussa Sarr, à la photo Pape Doudou Diallo, réseaux sociaux Fatima Taba et Biram Pouy. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.